Ces dernières semaines, l'océan Pacifique n'a laissé aucun sismologue en paix sur la planète. Des secousses souterraines, des éruptions volcaniques, des alertes au tsunami, les unes après les autres, presque sans interruption. Rien qu'en mai 2026, les événements dangereux dans la région se sont comptés par dizaines. Sous le fond de l'océan, au large des côtes de la Russie et du Japon, des processus sont en cours dont les scientifiques n'ont commencé à parler ouvertement que très récemment. Les plaques tectoniques se comportent différemment de ce que prévoyaient les anciens modèles. Les failles accumulent de l'énergie plus vite que prévu. Dans un endroit, les géologues ont trouvé ce qui explique la catastrophe de 2011. Dans un autre, ils ont découvert une zone sismique qui n'existait tout simplement pas sur les cartes des risques auparavant. Selon le nouveau modèle, le Kamtchatka, les Kouriles et Sakhalin, les îles japonaises d'Hokkaido à Kyushu, ainsi que les côtes de la Chine et de la Corée, sont menacées. Et ce n'est pas une prévision pour le siècle prochain. C'est ce qui se déroule en ce moment même. Nous avons rassemblé les données les plus récentes issues de publications scientifiques, de rapports et des services sismologiques et des dernières déclarations des chercheurs. Il est grand temps de comprendre ce qui se passe vraiment dans cette région. Qui est responsable de tout cela? Ou s'il s'agit du résultat de plusieurs anomalies géologiques simultanées. En mai 2026, la Terre dans le Pacifique n'a laissé personne en paix. Le 4 mai, une secousse de magnitude 7,4 aux Philippines. Le 8 mai, éruption du volcan Dukono en Indonésie. Un panache de cendres s'est élevé à 10 km d'altitude. Des personnes ont été blessées. Le trafic aérien a été paralysé. Le 9 mai, un nouveau séisme de magnitude 7,4 a frappé au large des Philippines. Chaos et panique dans les zones côtières. Le 15 mai, un tremblement de terre de magnitude 6,3 a eu lieu au large de la préfecture japonaise de Miyagi. L'intensité a atteint le niveau 5 de l'échelle japonaise dans certaines zones. Le 17 mai, les îles Kouriles, magnitude 5,6. Le même jour, le sud du Kamtchatka, magnitude 5,7. Les vibrations ont atteint Petropavlovsk-Kamtchatski. Le 20 mai, de nouveau le Japon, les îles de Kagoshima, magnitude 5,9. Le 21 mai, Sakhalin, magnitude 6,3. Le 25 mai, de nouveau le Kamtchatka, magnitude 5,1. Et le 27 mai, une nouvelle secousse de magnitude 4,8 au large de la côte est du Kamtchatka. Cela ressemble à un bilan sur une année entière, mais il s'agit littéralement de quelques semaines. Or, le séisme de Sakhalin du 21 mai présentait un aspect particulièrement inhabituel. Le foyer se trouvait à une profondeur de 600 km. C'est anormalement profond. À cette profondeur, la roche se comporte différemment qu'en surface. Et de telles secousses peuvent être ressenties à des distances considérables, sans aucun avertissement préalable. Ce même 21 mai, les habitants de Vladivostok et du sud du Primorié ont ressenti des secousses d'une toute autre origine. La magnitude à l'épicentre atteignait 7. À Vladivostok, on a ressenti environ 2 points, et dans le sud du Primorié, 3 à 4 points. En parallèle, au Japon, un événement s'est produit qui n'a pas fait la une de la plupart des médias russes, bien qu'il l'ait amplement mérité. Le volcan Io, l'un des volcans du groupe Kirishima sur l'île de Kyushu, s'est réveillé. Sa dernière éruption remontait à 250 ans. Presque simultanément, l'activité s'est intensifiée sur le Sakurajima et le Suwanosejima. Et tout cela se passe sur fond d'études que les scientifiques japonais publient les unes après les autres en 2026. Chacune plus alarmante que la précédente. Il y a un mois, une équipe de l'université de Tohoku a annoncé que sous le fond de l'océan, au large d'Hokkaido, suffisamment d'énergie est actuellement accumulée pour provoquer un séisme de magnitude 9. Les représentants officiels parlent désormais de cet événement non plus comme d'une impossibilité, mais comme d'une inévitabilité. Pour comprendre pourquoi les scientifiques s'expriment ainsi, il faut revenir à ce qui s'est passé à l'été 2025. Car c'est précisément à ce moment-là qu'il est devenu clair que les processus géologiques dans cette région suivaient un scénario que les modèles précédents n'avaient pas prévu. Le 30 juillet 2025, à 150 km de Petropavlovsk-Kamtchatski, la croûte terrestre s'est déchirée. Magnitude 8,8. C'était l'un des tremblements de terre les plus puissants de toute l'histoire des observations instrumentales dans le monde et l'un des 10 plus forts des 125 dernières années. La partie sud du Kamtchatka s'est déplacée de 2 mètres vers le sud-est en quelques secondes. Les roches le long de la faille se sont décalées de 12 à 14 mètres. Le tsunami a atteint les côtes de Severokurilsk avec des vagues pouvant dépasser 17 mètres. 2700 personnes ont été évacuées. Le port a été pratiquement détruit. Au Japon,
la vague a atteint Hokkaido. Il n'y a pas eu de victimes uniquement parce que le système d'alerte a fonctionné de manière impeccable. Presque immédiatement, le Klutchevskoï s'est réveillé, le volcan actif le plus haut de l'hémisphère nord. D'autres volcans du Kamtchatka se sont ensuite également activés. Certains sont encore actifs à ce jour. Les répliques n'ont pas cessé pendant des mois. En 6 mois, plus de 1700 secousses secondaires ont été enregistrées. Rien que dans la première moitié de l'année 2026, 183 séismes de magnitude supérieure à 3 ont été enregistrés dans la région d'Oust-Kamtchatsk, dont 7 ont dépassé la magnitude 5. En janvier 2026, un séisme de magnitude 6,2 s'est produit. Mais la découverte principale n'est pas venue tout de suite. Des scientifiques japonais de l'université de Tsukuba, après avoir analysé les données de déplacement, ont découvert quelque chose d'inattendu. Ce tremblement de terre n'a pas seulement libéré l'énergie accumulée depuis 1952. Il a également libéré les contraintes résiduelles de la catastrophe de 1952 à Severokurilsk, celle qui n'avait jamais été dissipée à l'époque. Ils ont baptisé ce phénomène le surglissement. Le cycle supposé d'accumulation d'énergie sur un siècle pour de tels événements s'est raccourci. C'est pourquoi le prochain méga-tremblement de terre surviendra ici plus tôt que ne le prévoyaient tous les modèles précédents. Et encore un effet peu connu que l'agence météorologique du Japon a observé après les événements de 2025 en Russie. Les tsunamis provoqués par des séismes lointains peuvent se réfléchir sur les côtes et revenir vers les rivages japonais jusqu'à 2 jours après le choc principal. C'est-à-dire au moment où l'alerte officielle a déjà été levée, que les gens se sont calmés et sont retournés au bord de la mer. On appelle cela des tsunamis réfléchis. Ce facteur est désormais pris en compte dans les nouveaux plans d'évacuation. Auparavant, il ne l'était pas. Passons maintenant aux autres menaces. La fosse de Nankai, au large de la côte sud du Japon, c'est quelque chose qui arrivera à coup sûr. La seule question est de savoir quand. C'est là que la plaque philippine s'enfonce sous la plaque eurasienne, et un méga tremblement de terre se produit à cet endroit tous les 100 à 150 ans. Le dernier a eu lieu en décembre 1946. Magnitude 8,1. Près de 80 ans se sont écoulés depuis, l'énergie s'accumule. Selon l'évaluation officielle du gouvernement japonais, la probabilité d'un méga tremblement de terre de magnitude 8 à 9 dans les 30 prochaines années est de 80%. Le nombre de victimes prévues pourrait atteindre 300 000 personnes. La cause principale ne serait pas le séisme lui-même, mais le tsunami. Des vagues dépassant 20 mètres de hauteur. Des préfectures densément peuplées seraient touchées. Jusqu'à 2 millions de bâtiments pourraient être détruits. En mars 2026, la probabilité d'un méga tremblement de terre à court terme a été officiellement relevée de 7 à 10%. Pour un phénomène naturel, c'est un chiffre considérable. Mais en 2026, les scientifiques ont découvert quelque chose qui rend les prévisions encore plus sombres. Grâce à une imagerie sismique tridimensionnelle, ils ont mis au jour, sous le fond de la partie est de la fosse de Nankai, une ancienne dorsale sous-marine, le Paléo-Zenitsu. Celle-ci s'est littéralement coincée dans la zone de subduction, bloquant complètement le segment oriental de la faille. Ce segment, connu sous le nom de zone de Tokai, n'a pas libéré d'énergie depuis plus de 170 ans. C'est un record. La dorsale bloquée permet à cet endroit d'accumuler bien plus d'énergie que dans n'importe quel autre segment. Ce n'est pas simplement une zone dangereuse, c'est un ressort comprimé au maximum. C'est pourquoi le gouvernement japonais exige actuellement des municipalités qu'elles mettent d'urgence à jour leur plan d'évacuation à la lumière de ces nouvelles données. En parallèle, une autre information de 2026 est arrivée concernant la zone de la fosse du Japon à l'est de Honshu. Une commission gouvernementale japonaise a révisé les évaluations des risques. La probabilité d'un séisme de magnitude, environ 7,4 au large de la préfecture de Miyagi dans les 30 prochaines années, a été portée à 95%. La probabilité d'un séisme de magnitude 7,8 à 8,5 au large de Nemuro et d'Hokkaido sur la même période est d'environ 90%. Et c'est là qu'un tournant inattendu se produit. En janvier 2026, une équipe internationale de scientifiques a achevé le forage d'un puits record directement dans la fosse du Japon. Ils cherchaient à comprendre pourquoi le tremblement de terre de 2011 avait provoqué un tsunami aussi dévastateur. Et ils l'ont trouvé. À la frontière des plaques se trouvait une couche d'argile de seulement quelques mètres d'épaisseur. Cette argile s'était formée pendant 130 millions d'années à partir de particules microscopiques qui se déposaient lentement au fond de l'océan. Elle s'est révélée tellement glissante que la rupture s'est propagée jusqu'à la surface même du fond marin, projetant instantanément une colonne d'eau de plusieurs kilomètres vers le haut,
les scientifiques cherchent désormais des couches similaires dans d'autres zones de subduction, notamment le long de la fosse de Nankai. De plus, tout récemment, des sismologues japonais de l'université de Tokyo ont annoncé une découverte qui a conduit à reconsidérer la carte des risques pour l'ensemble du pays. Ils ont découvert une nouvelle zone sismique, ce que l'on appelle le front d'arc. Il s'agit d'une ceinture s'étendant d'Hokkaido au nord jusqu'à la région du Kanto, au sud, juste au-dessus de la zone d'enfoncement de la plaque pacifique. Pourquoi est-ce si important ? Avant cette découverte, on pensait que les séismes se produisaient ici, à la frontière des plaques, profondément sous terre. Mais le front d'arc, c'est autre chose. Il est situé plus haut, dans la plaque elle-même, et on ne le considérait pas du tout auparavant comme une source de danger indépendante. C'était une erreur. Il s'agit d'une zone nouvelle, inconnue jusqu'alors, capable de générer ses propres séismes indépendamment de ce qui se passe en profondeur. Certaines des zones les plus densément peuplées du Japon se trouvent le long de cette ceinture. Les scientifiques le disent maintenant clairement, les risques sismiques pour le littoral japonais doivent être entièrement recalculés. L'activité géologique de l'océan Pacifique ne connaît pas de frontières nationales. Ce qui commence au large du Kamtchatka ou dans les fosses au large du Japon atteint des côtes totalement différentes quelques heures plus tard. Les Philippines connaissent elles aussi en 2026 des secousses à une fréquence alarmante. La péninsule coréenne est généralement considérée comme relativement sûre, mais les calculs pour le scénario du méga tremblement de terre de Nankai montrent que la Corée ressentira des vibrations d'une amplitude supérieure à 30 cm. C'est suffisant pour représenter un vrai danger pour les immeubles de grande hauteur. En juillet 2025, après le choc du Kamtchatka, des vagues de tsunami d'environ 30 cm de hauteur ont été enregistrées dans les ports sud-coréens. Certes modestes, mais elles sont arrivées. La Chine. Sa partie continentale est partiellement protégée par les îles japonaises, qui forment une barrière naturelle. Mais les géologues ont trouvé sur les côtes chinoises des traces de tsunamis dévastateurs remontant à des millénaires. Cela signifie que dans certaines circonstances, une vague est capable d'atteindre ces côtes également. L'ensemble du sud industriel du pays serait frappé avec, naturellement, des répercussions sur l'économie mondiale tout entière. Passons maintenant à ce dont presque personne ne parle. Le 27 mars 2026, une étude a été publiée qui a échappé à la majorité des rédactions. Des scientifiques japonais ont annoncé que le supervolcan sous-marin Kikai, au sud de l'île de Kyushu, présentait des signes confirmés de réveil. Sa chambre magmatique se remplit à nouveau de magma frais. Non pas de restes d'une ancienne éruption, mais de magma frais remontant des profondeurs. En janvier 2026, une autre découverte a eu lieu, cette fois aux conséquences mondiales. Les réseaux mondiaux de surveillance GPS ont enregistré une anomalie inexplicable. Le mouvement des plaques tectoniques a commencé à se synchroniser. Les zones de subduction tout au long de la ceinture de feu du Pacifique se sont mises à s'aligner, prenant la forme de segments circulaires réguliers. Le phénomène a été baptisé géométrisation de la tectonique. Les modèles classiques de convection du manteau ne prévoient pas un tel comportement. L'une des hypothèses avancées est celle de processus de résonance au cœur même de la Terre. Dans la communauté scientifique, cela est considéré comme un défi fondamental pour l'ensemble de la géophysique moderne. Également en mars 2026, une étude a été publiée dont presque personne n'a parlé en dehors d'un cercle restreint de volcanologues. Des scientifiques ont réalisé une tomographie du volcan Ebeko sur l'île de Paramushir, c'est dans les îles Kouril, en territoire russe. La tomographie d'un volcan, c'est un peu comme une IRM pour un être humain, à la différence que l'objet étudié pèse des milliards de tonnes. Grâce aux ondes sismiques, les scientifiques ont dressé une carte tridimensionnelle détaillée de ce qui se passe profondément sous le volcan. Et ils ont observé un réseau ramifié de canaux dans lesquels circulent des fluides magmatiques et des gaz. Une zone de fusion partielle, là où la roche n'est plus solide, mais pas encore liquide. Des fissures par lesquelles tout cela remonte vers la surface. Ce que vous venez d'apprendre dans ce reportage n'est pas un scénario de film de science-fiction, ni de l'alarmisme pour faire des vues. Ce sont des données actuelles tirées d'expéditions scientifiques, de rapports des services sismologiques et de déclarations de chercheurs faites ces derniers mois. Et les événements marquants de l'année écoulée montrent effectivement une nouvelle activité géologique au fond de l'océan Pacifique qui n'avait jamais été observée auparavant. C'est pourquoi, dans les prochaines semaines, de nouvelles données sur ce qui se passe là-bas viendront probablement s'ajouter. Pendant que nous enregistrions ce reportage, une nouvelle secousse s'est produite au large du Kamtchatka. Pendant que vous le regardez, quelque part au fond de l'océan, les plaques continuent de se déplacer. La pression continue d'augmenter. La bonne nouvelle,
c'est que pour la première fois de l'histoire, des êtres humains ont observé la naissance d'un tsunami depuis l'espace en temps réel. Les scientifiques trouvent des réponses là où il n'y avait auparavant que des suppositions. La tomographie a révélé ce qui se passe à l'intérieur d'un volcan et les nouveaux capteurs GPS ont enregistré ce qu'aucun modèle existant ne permet d'expliquer. Nous continuerons à suivre cette région de près. Si ce reportage vous a été utile, regardez l'une de nos nouvelles vidéos. Cela nous aide à réaliser ce type d'analyse plus souvent. Le prochain épisode est déjà en préparation et il abordera un sujet tout aussi important.